Page magazine sur les avis du sénateur honoraire Georges Boussou Falaye au sujet de la proposition de loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale. Cet ancien directeur de cabinet d'Onzé Laurent Désiré Kabila suggère qu'il y a une différence entre les postes que vont occuper les Congolais d'origine des postes que devront occuper les Congolais non originaires. Il soutient la suppression de seuil électoral et la transparence dans tout le processus électoral. Et c'est juste après ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et très bon suite de programme sur B1 Télévision. C'est l'une des matières prioritaires pour cette session ordinaire de mars au Parlement de la République démocratique du Congo. La proposition de loi modifiant la loi électorale est à l'étape de l'Assemblée nationale. L'auteur de cette initiative parlementaire est un groupe de personnalités réunies autour du groupe dit G13. Dans leur initiative qu'ils ont défendue devant la représentation nationale, ce groupe apporte plusieurs innovations pour permettre l'organisation des élections crédibles. Il y a tout d'abord la suppression du seuil électoral qui, selon ce groupe, n'a résolu aucun problème. Le déficit de transparence de la CENI dans le calcul du seuil a donné lieu à des résultats fantaisistes dans certains cas. Des écueils que le sénateur honoraire Georges Boussou Falaye avait déjà dénoncés lors d'une émission il y a quelques années. Quotient électoral, oui. Les petits partis politiques qui ne sont pas vraiment répartis sur le territoire national, on les enlève de la table de distribution des sièges. C'est simplement ça. Ils ne vont pas élire des personnes. Ah bon? Ah oui, ils vont élire des listes. Il y aura des listes avec un seul candidat, candidat indépendant. Il y aura des listes d'un seul parti, un parti politique déterminé, et il y aura des listes d'un groupement politique. Bon. Le candidat indépendant ne pose pas de problème. Les partis politiques ne posent pas de problème parce que finalement, quand on va dépouiller disons, les votes, les partis politiques qui aura dépassé déjà le test de 1%, si par exemple on pas 40 millions d'électeurs, je prends théoriquement ces chiffres, oui, on en discutera tout à l'heure, le seuil ce sera de 400 000. Quel sera le positionnement des membres dans ce parti dès qu'il a gagné? Supposons que dans ce parti dès qu'il a gagné, il y ait un monsieur qui est très connu, qui a la majorité des voix dans sa circonscription. Et puis un deuxième qui vient, qui a moins de voix que lui, etc., etc. La loi ne dit pas que dans cet ordre-là, c'est celui qui a la majorité dans son groupement qui aura le siège. À la place, le G13 a recommandé une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. Georges Boussou Falaye, qui a participé à l'élaboration de la loi électorale ayant conduit aux élections de 2006, avait également suggéré avant le scrutin de 2018 l'encadrement du vote électronique à travers un cadre légal. Un système qui facilite la fraude et qui empêche le suivi et le contrôle des résultats. Pour des questions aussi importantes que les élections générales, sur quelle loi doit-on se baser pour organiser le processus électoral si ce n'est que sur la loi électorale? Alors, quand nous lisons la loi électorale, je l'ai lu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé quelque part une seule allusion à l'usage des machines à voter. Alors moi, je me place du côté, pas seulement d'un État démocratique, mais également d'un État de droit. Un État de droit, c'est un État dans lequel le pays est gouverné en fonction de la loi. Exact. Et la loi est votée par des représentants du peuple. Alors, si tel est le cas, puisque je n'ai pas trouvé dans la loi une seule allusion aux machines à voter, comment on va s'y prendre dans un état de droit pour faire passer une machine à voter vu du côté de la loi, du côté de la légalité? S'agissant de la transparence, le groupe DG13 préconise l'obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre local de compilation des résultats, l'institution d'un système transparent de gestion des résultats par leur traçabilité. La transparence dans un processus électoral, qu'est-ce qu'elle signifie? La transparence doit commencer depuis le début et la transparence doit aller jusqu'à la fin. Exact. La fin, c'est la proclamation des résultats. Donc, mais quand nous regardons le début du processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le début du processus avait commencé à partir de l'état civil,
Oui. ça aurait été la transparence. L'état civil allait fournir des listes pour faire à la CNI, on mairie, des listes des électeurs, ça aurait été transparent. Parce que là où il y a transparence, on ne fait pas de nettoyage. Exact. Là où il y a transparence, on ne se pose plus de questions sur des gens qui n'ont pas des empreintes digitales. Ça, on ne se pose pas ces questions. Donc, dès le départ, il y a un problème de transparence. Dans la suite, la transparence, c'est voir clair dans les opérations que l'on mène. C'est-à-dire? Lorsque nous regardons nos populations à l'est du pays, où les frontières sont poreuses, où n'importe qui peut entrer n'importe quand, est-ce que nous sommes certains que tous les électeurs qui vont se présenter aux urnes sont effectivement des Congolais ou des non-Congolais? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. La transparence. Ira-t-elle jusqu'aux machines à voter? Ça, je ne peux pas le dire. Mais si on a déjà répondu aux 15 recommandations des Britanniques, peut-être que ça nous aiderait à aller de l'avant et à dire, bon, faisons confiance à quelqu'un. Là, on pourrait parler de la transparence. La transparence, enfin, devrait apparaître jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du processus. Des éléments évoqués par cet ancien et dernier directeur du cabinet de Mzee Laurent Désiré Kabila pour une transparence lors des prochaines élections. Ce sénateur honoraire tient à ce que les représentants du peuple puissent saisir cette occasion pour offrir aux Congolais des élections qui ne seront entachées d'aucune irrégularité.